Pourquoi ça marche pas? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça y est, on t'entend. Oui. Oh la vache, ça marchait pas. Et là, Alors, du coup, on voit. Oui. c'est toujours? Mhm. Ok, bon. Parce que De toute je façon, sais pas que. on va s'éteindre. Il n'y a que celui qui parle qui sera visible, non? Oui. Ouais, ça va être ça, ouais. Ah, d'accord. Alors, hop, il faut que je mette ma webcam. La préférence, est-ce que je peux mettre un filtre ou pas? Ouais. Bon, sinon, c'est pas grave. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Bon, voilà. Ah, c'est plus simple quand être vigé là. Ouais, c'est sûr. Ouais, on va se débrouiller. Du coup, vous Ouais. voyez quoi comme écran? Vous voyez le PowerPoint ou Non. On voit Outlook. D'accord. Attends, Alors, je ferme on voit ça. ton Outlook. Quoi. Attends, de lumière. Non, faut que je me mette en déjà diffusion. Alors, Parfait. c'est le bon écran que vous voyez là? Oui. Ok. Parce que j'ai pas forcément de retour. Ouais. Elles en contre l'autre. Bon, alors. Est-ce que vous voyez défiler les slides? Oui. Ouais. Bon, eh Ça ben, marche. impeccable. Et on voit aussi quelle sera la diapo suivante. Ouais, là, Ah, le donc problème, c'est on que n'est ouais, là, pas sur le. D'accord, donc t'es en je suis mode en mode présentation. présentation. Là. Ouais, mais Ouais. pas sur le bon écran. Comment je peux changer mon écran, moi? Ah, peut-être là? Non? Là, on voit que les caméras. Et là, tu es toujours en mode. Ouais, alors. En fait, je suis sur un double écran et il me prend pas le bon, lui. Ah, Bon, sinon, on va faire. J'ai débranché mon double écran et puis du coup, ça devrait être bon. Hop. là, pour l'instant, c'est toujours pareil. Recharge Oh, peut-être ouais, le. voilà. Par contre, Parfait. là, c'est bon. Ok, bon. Moi, maintenant, il faut que je. Mais si je remets juste mon double écran, ça me permettrait d'avoir le panneau d'affichage à côté. Est-ce qu'il reste comme ça ou pas? Et bah non. Ça va fermer. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Laura, tu sais comment on fait pour basculer, choisir l'écran qu'on va afficher ou pas? Alors d'habitude, je n'ai qu'un écran, donc je ne sais pas du tout. Paramètres d'affichage, Et au là c'est moment peut-être de moi. partager ton Basculer. écran, tu peux pas dire Ouais, ah, que ce c'est peut-être soit, bon là. Ah, là. on va juste Normalement, ça doit être bon, j'ai inversé. Ben là, t'es bon, l'affichage, c'est bon. Ouais. À il y a l'affichage, juste c'est bon? la Ouais. notification Google Ouais, Calendar qu'on ouais, voit. hop. Sinon, c'est parfait. Ok, bon, bah ça c'est good. Ça marche. Ok, bon, on va s'en sortir. 7 minutes. Ah, et on a déjà des participants du coup. Ah, par contre, il me met qu'il en enregistre. Ça y est, c'est parti. Et on y va. Bien. Bonjour à tous et toutes et merci d'être présents pour ce webinaire
co-organisé avec Enerplan et le réseau des professionnels solaires. Je m'excuse déjà, c'était normalement Edwige Porcher d'Enerplan qui devait introduire ce webinaire. Elle a un petit souci de santé, donc du coup, on prend la suite. Donc ce webinaire a pour but de vous faire découvrir le Vademecum Sokol qui se veut être un guide d'aide en chaufferie. Et il s'adresse bien évidemment à tous et toutes, sachant et non sachant, qui souhaiteraient reprendre un petit peu en main leur installation. Le webinaire va se dérouler du coup de plusieurs manières. La première, on commencera par effectivement un aspect contextuel et un petit rappel justement de pourquoi on en est arrivé justement à vouloir produire un guide, un tel guide. Se suivra une présentation justement du Vademecum en tant que tel, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, une rapide présentation aussi de la plateforme Sokol et puis s'en suivra des échanges. Vous avez la possibilité d'interagir directement avec les onglets questions ou chat. N'hésitez pas, si vous avez des points d'interrogation ou autre, à le faire savoir. On en prendra connaissance et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Pour ma part, je me présente, Moran Gerbing, moi je suis chargé de mission chez Atlansun, qui est le réseau professionnel Grand Ouest des professionnels en fait du solaire, et je serai accompagné d'autres personnes interagissant directement sur le réseau en France. Je les présenterai un peu plus tard. Un rapide rappel du contexte du parc installé en solaire thermique. Ce sont des données donc à fin 2021. On est aujourd'hui sur un panorama qui est relativement intéressant, mais qui pourrait être encore nettement plus important. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a à peu près 3,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires installés pour une production moyenne annuelle d'à peu près 2,4 TWh. Ça peut paraître beaucoup comme ça. On peut se rendre compte que vis-à-vis de la consommation énergétique du territoire métropolitain annuel, on n'est qu'une infime goutte d'eau, mais que le champ des possibles est clairement devant nous. Et l'une des raisons de Sokol et d'Enerplan et de tous les réseaux des professionnels intégrés au dispositif Sokol, c'est justement de faire en sorte que cette part de production augmente. Aujourd'hui, on a un parc installé, comme je le disais, qui est à peu près donc, de 3,5 millions de mètres carrés. Il faut avoir en tête qu'en gros, on a une répartition 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers département et région d'outre-mer, et puis 2 tiers sur la métropole. On a un contexte qui est favorable en outre-mer, mais pour autant, le contexte métropolitain est aussi relativement important et on ne peut pas forcément mettre plus en avant un territoire qu'une autre, puisque toutes les régions, et on le verra après avec une carte, a vraiment un atout à jouer par rapport à son climat, mais aussi par rapport aux enjeux énergétiques. La production de chaleur aujourd'hui, elle est aussi, vous allez le constater, directement corrélée par rapport au climat. Sur les 2,4 TWh de production annuelle, on a à peu près 50-50. On a 46% de produits sur les départements d'outre-mer et régions d'outre-mer, et puis 54% en métropole. On voit clairement l'impact du climat sur la production. Faut pas en tirer un trait en se disant que c'est pas parce qu'on est dans une région peu ou moins ensoleillée, par exemple si on compare le nord au sud, qu'on doit tout faire dans le nord et enfin rien faire dans le nord et tout dans le sud. On se rend compte que très clairement, on a tout intérêt à essayer de valoriser tout ce qu'on peut valoriser, parce qu'encore une fois, on est sur une énergie qui restera, je l'espère, le plus longtemps possible gratuit. J'en parlais, la répartition régionale, elle est différenciante. Pour autant, on se rend compte que toutes les régions ont quand même ont une certaine représentativité en termes d'installation. Effectivement, le sud est assez bien représenté avec la Corse qui a une densité qui est relativement importante, mais c'est lié aussi à la spécificité de la Corse, avec quasiment 110 mètres carrés pour 1000 habitants. Pour autant, on se rend compte que les Hauts-de-France, qui sont potentiellement
qui est la région potentiellement là où on aurait tendance à croire qu'on a le moins de panneaux ou le moins d'ensoleillement, n'est pas la dernière région équipée, et donc tout pousse à vraiment constater que tout le territoire français, que ce soit la métropole ou même, là encore une fois, les départements, régions d'outre-mer, se doivent en fait d'être équipés, et on doit pousser en ce sens pour justement démocratiser justement et rendre accessible la production de chaleur renouvelable solaire. Ce qui est intéressant de constater sur la base des données recueillies et fournies par Uniclimat, c'est aussi l'évolution entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que on a une évolution sur toute la typologie en fait ou le spectre d'intervention du solaire thermique, que ce soit les saisies, les SCC ou même le collectif. Tout évolue. Une part relativement importante et très significative pour les CC, plus 170% entre 2021 et 2022. On se rend compte très clairement que le prix de l'énergie a clairement joué un impact fort, mais on se rend compte aussi que d'une manière individuelle, la simple production d'eau chaude, que ce soit individuelle ou collective, est aussi en progression. On a donc des voyants qui sont relativement en vert, avec globalement une augmentation de la surface annuelle installée d'à peu près 30%, c'est-à-dire qu'on passe en gros de 53 000 à peu près 69-70 000 m² d'installation, de réalisation sur l'année écoulée. Maintenant, j'en arrive à la présentation du pourquoi on a voulu créer en fait ce guide. Clairement, aujourd'hui, on se rend compte que de par la démarche Socol, de par l'implication du réseau des professionnels attachés à cette démarche Socol en coportage avec Enerplan et l'ADEME, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, tous les projets neufs sont encadrés et sont accompagnés par toute la filière, tout le spectre d'intervention de la filière, de l'aspect ingénierie à l'aspect prise en main, maintenance, réalisation. Mais en fait, on se rend compte que aujourd'hui, on prend en main et on essaye de suivre ça au maximum parce qu'on a appris des erreurs du passé. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire il n'y aura plus de problème, mais en gros, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment anecdotique. Mais quid en fait du parc existant? Quid en fait de tout ce qui a été fait par le passé, où on n'avait pas forcément cet accompagnement, cette sensibilité justement à la spécificité de la technologie, à la spécificité du solaire thermique, et on se retrouve aujourd'hui avec un parc qui existe, pour lequel on n'a pas forcément de pilote dans l'avion, et il est compliqué à reprendre en main. Et on ne peut pas se permettre de ne pas justement le reprendre en main, parce que c'est de l'énergie, c'est de la chaleur renouvelable qui n'est pas produite, et donc c'est de l'énergie fossile ou fissile qui est consommée. Face à ça, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait effectivement trop d'installations existantes sur lesquelles on n'avait pas de pilote. Cette notion de sans pilote, en fait, elle est née tout simplement du fait que les maîtres d'ouvrage avaient une méconnaissance de leur système, n'étaient pas clairement investis dedans, et l'une des principales raisons, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas été formés. On ne leur avait pas donné la capacité de prendre en main leur installation, et entre autres par l'une des raisons, tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce pour lequel on milite, c'est la mise en service dynamique. Réceptionner convenablement, non pas uniquement par la remise d'un papier et la vérification de la conformité entre le devis signé et la facture réalisée, ça c'est une partie de la mise en service, mais ça ne présume nullement que l'installation réalisée fonctionne bien et est là pour produire ce qu'elle doit produire. Et on se rend compte qu'effectivement, nous avons aujourd'hui des installations qui dysfonctionnent, voire qui sont en totale perdition, et que malheureusement, bien souvent, quand on s'en rend compte, certaines pannes ou certaines mises à l'arrêt d'installation sont dues en fait à des manipulations humaines, rarement anecdotiques, hein, mais tout simplement, voilà, la méconnaissance fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on intervient, on manipule sans forcément anticiper ou appréhender ce que ça peut induire derrière. Et en règle générale, malheureusement, ça engendre beaucoup de dégradations qui peuvent être très souvent importantes et néfastes.
La réponse qu'on a voulu apporter, c'est justement de donner un guide qui permette à un maître d'ouvrage qui est un peu désabusé, qui arrive en chaufferie et qui découvre son installation, mais qui n'y connaît pas ou peu, c'est lui donner en fait un outil simple et accessible. Et c'est vraiment le point qu'on a voulu apporter à ce guide, c'est quelque chose qui soit simple et accessible à tous. Pas forcément qu'aux sachants, mais presque même plus à destination du non-sachant. L'idée étant de lui donner la capacité de savoir que faire et surtout ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Donc le guide a pour but effectivement de préserver son installation et nullement de donner, d'être en fait un guide pour maintenir son installation. La maintenance est à destination des professionnels de la maintenance, des plombiers, des chauffagistes formés au solaire thermique. Ce guide il est vraiment là pour appréhender comment intervenir sans dégrader le matériel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à destination de tout le monde, maître d'ouvrage et services de maintenance, qu'ils soient formés ou non, dans un but simple de comment je peux m'approprier au mieux mon installation et en prendre soin avant effectivement de solliciter un spécialiste qu'on pourrait potentiellement appeler un solariste. Pour prendre la suite justement et rentrer spécifiquement dans la présentation du Vademecum, vont se succéder plusieurs professionnels ayant énormément d'expérience sur le sujet. Vous aurez donc Pierre Chalumeau qui est gérant de Solaire Pro, John Jamet qui est directeur général de Solaire Thermique France, et puis Lionel Nicolo qui est expert solaire thermique à l'INES PFE. Ils vont prendre coup sur coup la main et vous expliquer précisément le pourquoi du comment. Moi, je m'occuperai justement de la conclusion de ce webinaire. Lionel, je te donne la main. Bonjour à tous. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu ce document qui est plutôt assez complet, bien que le but est de le rendre le plus simple possible pour que vous puissiez identifier clairement votre installation. Donc il se présente en plusieurs parties, l'identification, plusieurs onglets dans lesquels vous allez pouvoir retrouver une identification de l'installation, ça va être une fiche d'identité de votre installation, une aide par un logigramme qui permet de savoir à peu près qu'est-ce que c'est, sur quoi, quel type de schéma, quel type d'installation vous avez. Et puis, différentes observations et des points de vigilance sur différentes parties de votre installation et des interventions rapides à faire ou pas faire sur vos installations. Tu peux passer à la slide d'après. Donc d'abord, l'identification, elle est essentielle sur une installation. Si vous rentrez dans une chaufferie et que vous n'avez rien du tout à l'intérieur, pas de schéma, pas d'indication, aucune pression d'indiquer, aucun type de fluide, etc., ça va être compliqué et ça fait partie des premières choses qu'il faudra demander ou rechercher auprès soit des professionnels qui sont intervenus sur cette installation, soit auprès de conseils ou de bureaux d'études. C'est très important de réaliser cette fiche. Donc cette fiche, vous allez pouvoir la remplir en indiquant les points clés, par exemple, est-ce que l'installation bénéficie-t-elle d'un entretien, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc on a essayé de faire une liste de points. Et déjà, si vous n'avez pas ces points-là, c'est qu'il vous manque des choses pour le suivi de votre installation par la suite. Vous allez pouvoir décrire l'installation, à quelle date ça a été mis en route, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. Après, on a fait un logigramme pour que vous puissiez identifier dans quel type de solution vous avez. C'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes pressurisés, donc des systèmes où vous allez avoir de l'eau, ou du glycol, un fluide glycolé en quantigel qui va circuler dans le système, mais qui sera pressurisé, c'est-à-dire qu'il sera à une certaine pression pour éviter la vaporisation. Et ça, John y reviendra tout à l'heure sur l'importance de la pression dans les installations. Il y a d'autres systèmes qui existent qui sont par contre auto-vidangeables, qui seront soit glycolés, soit à l'eau, dans des régions où il n'y a pas de risque de gel, où on aura des systèmes qui, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de vase d'expansion. Donc ces petits organes vont permettre déjà de rentrer dans une chaufferie, s'il n'y a pas de vase d'expansion. Bon, en général, on est plutôt sur une installation auto-vidangeable. Si vous êtes avec un vase d'expansion côté primaire, solaire, vous êtes bien évidemment, en général, mais c'est même sûr, sur du pressurisé.
Après, vous allez avoir la partie, je dirais, distribution du système qui va être soit sur un échangeur noyé dans un ballon. Vous allez avoir un échangeur qui va transmettre la chaleur solaire dans le ballon directement, soit sur des installations un peu plus grandes avec un échangeur séparé, donc un échangeur plaque et 2 pompes qui va vous permettre de chauffer vos différents ballons. Après, au niveau de la production d'eau chaude, donc soit vous êtes direct, vous êtes des ballons en stockage en eau sanitaire, donc c'est de l'eau qui va circuler dans vos ballons, soit si vous allez avoir un stockage en eau, je dirais, morte ou technique, qui est donc vous allez avoir une série de ballons intermédiaires, et puis quand vous allez produire l'eau chaude, vous passerez par un deuxième échangeur, et cet échangeur vous produira de l'eau quasi instantanée. Voilà, donc ça c'est différents systèmes, vous pouvez les rencontrer assez souvent sur vos installations, je pense. Au niveau des observations, mais Pierre et John y reviendront après, vous avez un onglet observation qui vous permet, on a essayé de lister les observations, les causes probables et les actions à mener dans ces cas-là. Donc, je pense que c'est un bon outil pour vous pour voir est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme, à quoi ça correspond. Qu'est-ce que souvent on arrive dans une chaufferie qu'on n'y connaît pas grand-chose, c'est pas évident à quoi ça sert, et surtout les points de vigilance sur lesquels il va falloir être voilà, est-ce qu'il faut que j'appelle ou non la maintenance. Sur la dernière partie, s'il te plaît, Morgane. Morgane ? Ouais. Donc là, John va vous expliquer un peu tout ce qui est intervention rapide sur les systèmes et surtout ce qu'il faut faire, pas faire, et pour protéger au mieux votre installation. Voilà pour la partie des différents onglets que vous allez trouver. J'espère que ça va vous aider à progresser sur vos installations et à mieux les comprendre. Je laisse la main à Pierre qui va vous expliquer un peu ses points de détail sur les parties identification et réglage. Ok, merci Lionel. Donc, bonjour à tous. Oui, donc rapidement, en fait, je suis gérant de Solaire Pro. L'activité principale, en fait, c'est l'exploitation et la maintenance de systèmes solaires thermiques. On en a un peu plus de 400, beaucoup de saisies et quelques petits collectifs avec toujours du suivi à distance. Alors, donc justement, pour les non-spécialistes, comment identifier et repérer en fait les signes de dérive et comme on dit, en fait, qu'est-ce qui tourne pas rond en chaufferie? Alors, c'est vrai, quelque part, il faut bien savoir quand on arrive en chaufferie, comme tu le disais précédemment, Lionel, il faut savoir observer, écouter et comparer ce qui devrait être normal en régime de bon fonctionnement. Et pour cela, donc, il faut aussi, si vous avez accès au capteur solaire, ce sera la même chose, savoir regarder et même tout à l'heure, je vous dirai comment vous pouvez vérifier s'il y a une bonne irrigation dans les capteurs solaires. Pour cela, donc, il faut connaître les bons points de vigilance dans une chaufferie et utiliser l'organigramme qui est présent donc dans le VADEMECOM. Alors, avant de passer à la diapo suivante, je voudrais dire que surtout, c'est qu'il y a deux facteurs qui régissent en fait le bon fonctionnement dans un système solaire. C'est vraiment un très bon débit et une bonne pression. Dès que ces deux facteurs se dégradent, vous allez avoir une conséquence derrière et un dysfonctionnement. Donc, diapo suivante. Donc là, c'est un petit exemple, quelques exemples sur donc un système sous pression. Alors c'est vrai que quand vous rentrez dans la chaufferie, vous avez en général toujours donc un manomètre sur le circuit primaire. Alors c'est vrai s'il est à 0, pourquoi? Ça veut dire que là, il y a certainement un dysfonctionnement. Donc, en général, on est au moins à 2 ou 3 bars. Si jamais par hasard il est à 5 ou 6 bars, il peut y avoir d'autres problèmes. Ça peut être même un serpentin qui est percé. Bon, là, il va falloir avertir la maintenance. Ensuite, vous avez toujours en sortie des soupapes de sécurité, vous avez un réceptacle qui doit toujours être vide. Alors là, sur la photo, vous voyez, il est déjà à moitié plein, il y a une anomalie. C'est-à-dire, ça peut être là une surchauffe, un arrêt de l'installation, ça peut être un vase d'expansion qui ne fonctionne plus. Bref, là, pareil, il va falloir appeler la maintenance. Alors tout à l'heure, on parlait du débit. Sur les installations donc sous pression, vous avez un groupe de transfert sur lequel, en général, vous pouvez quand même observer le débit. C'est donc le débitmètre qui va pouvoir
vérifier que vous avez bien un débit. Et s'il n'y a pas de débit, le circulateur peut continuer à circuler. Et comment voir justement qu'il n'y a plus de débit malgré que le circulateur tourne? En fait, vous allez avoir à ce moment-là le thermomètre bleu qui va être plus chaud que le thermomètre rouge. Et là, de la même chose, il va falloir appeler la maintenance. Donc, des diapositives suivantes. Alors ensuite, s'il y a des échangeurs à plaques, alors c'est vrai que vous avez toujours un circuit primaire qui va amener les calories, qui doit donc, s'il y a des thermomètres, c'est quand même plus intéressant, ça doit être supérieur à ce qui arrive donc du ballon stocker, hein, puisqu'on doit réchauffer l'eau chaude. Ensuite, vous avez souvent donc dans les chaufferies, il y a beaucoup de bruit. Mais si vous avez des bruits d'eau, ça peut être par exemple le groupe de sécurité qui dysfonctionne. Si vous avez des bruits sur le circulateur bizarres, ça peut être même un bruit de cavitation en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de pression. Là, il peut y avoir une dégradation et on verra plus tard, peut-être avertir rapidement, donc certainement la maintenance. Sur le ballon stocker, par exemple, là, il faut qu'il y ait par journée bien ensoleillée. En général, vous avez une eau qui est au-dessus de 40 degrés. Et sur la droite, là, vous avez donc le mitigeur. Alors, si vous avez de l'eau tiède en sortie d'eau chaude et que le ballon est, lui, à plus de 40 degrés, il faut bien comprendre qu'il y a une anomalie. Donc, en observant, vous pouvez déjà voir qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ça peut être aussi un problème sur la boucle d'eau chaude. Ensuite, passons à la diapositive suivante. Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir des systèmes auto-vidangeables. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, à l'arrêt, vous avez tout le fluide qui redescend en fait dans un réservoir stocker, comme on le voit sur la photo, qui n'est pas un vase d'expansion. Hein, donc, pas de panique, il n'y a pas là de pression de service à maintenir. Par contre, lorsqu'il y a fonctionnement et que vous avez donc la circulation qui se fait, qui vient des panneaux solaires, vous avez à ce moment-là la chaleur qui doit arriver et qui doit transmettre cette chaleur au ballon stocker. Ensuite, diapo suivante. Alors, si vous avez accès donc au capteur solaire, vous avez encore quelques endroits où vous avez des batteries avec des vannes. Alors, la vanne doit être fermée avec le purgeur. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe si la vanne reste ouverte et si jamais vous êtes à l'arrêt avec l'installation? Il va y avoir une genre de petite fumée qui s'échappe. En fait, c'est du fluide qui va partir et donc qui va donc faire diminuer la quantité de fluide qu'il y a dans l'installation. Donc, c'est de la vaporisation, donc il faut absolument fermer cette vanne. Ensuite, l'idéal, dans la photo là du milieu, l'idéal, c'est bien sûr de bien calorifuger ces sorties et d'avoir, si possible, des séparateurs d'air. S'il y a un doigt de gant avec donc la sonde, qu'elle soit bien calorifugée. Alors, en cas de coup dur, c'est vrai, s'il y a un dysfonctionnement sur plusieurs semaines, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, il va falloir, en accord avec la maintenance, de prévoir de pouvoir protéger les capteurs. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez du fluide à l'intérieur. S'il reste très longtemps à 120, 150 degrés, il va finir par gélifier. Alors, je pense surtout aux capteurs sous vide. Là, on va monter à 180 degrés et c'est souvent le cas. Le problème, c'est que ça n'a pas été couvert et donc là, les capteurs sous vide sont hors service car vous avez du goudron à l'intérieur. Donc là, il va falloir absolument faire intervenir la maintenance. Diapositive suivante. Alors, dans ce guide de Vademecum, hein, vous avez un aperçu en fait des quelques observations, hein, même pour les non spécialistes, hein, pour avoir les premiers symptômes justement apparents s'il y a un dysfonctionnement. Alors c'est vrai, s'il y a un suivi, comme on l'a dit toujours, hein, un suivi à distance, ça sera beaucoup plus facile à voir. Alors, il est indispensable en fait dans ces chaufferies d'avoir un carnet d'entretien. Et à chaque fois, notez, même s'il y a un passage, notez CRAS, quelle est la pression, si elle est à 2 bars, 3 bars. Ça permet à chaque fois d'avoir un petit historique. Ça, c'est très important. Et bien sûr, avoir un schéma du système. Alors, je rajouterais aussi, s'il était possible, c'est d'avoir un petit schéma fonctionnel. Alors, qu'est-ce que c'est un schéma fonctionnel? En fait, par exemple, ça serait d'indiquer quand il y a 8 degrés d'écart entre le haut du capteur, la sonde du capteur et le bas du ballon stocker, vous avez le circulateur, le circuit primaire qui se met en route, etc. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, bien sûr, pour un non spécialiste, ne pas intervenir sur les vannes et les soupapes, on risque de faire des bêtises. Et avertir le service maintenance, c'est vrai que si, par exemple, il y a une cavitation sur le circulateur, il est peut-être préférable d'arrêter l'alimentation. Et ça, c'est à voir avec le service maintenance.
Voilà, donc j'ai fini cette petite présentation sur un zoom sur quelques aspects du vade-mecum. Et donc, je vais passer la main à John Jamet. Ah, on n'entend pas. John, ton Oui, c'est micro, bon. John. On t'entend pas, John. Désolé, petit souci technique. John, tu nous entends? Bon, on a vraisemblablement un souci avec John. Peut-être l'appeler et revenir après, je ne sais pas. Est-ce que tu peux activer son micro là, parce que je vois que son micro il est désactivé. J'essaye. Hop. Hop. Dans personnel. John, Et tu m'entends? c'est bon. Bonjour. C'est bon. Vous m'entendez? On Oui. t'entend très bien, John. Ah, t'entends très bien, John. Super. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis John Jabet, donc directeur de Solaire Thermique France, spécialiste en installation solaire thermique collectif et depuis 2018 en maintenance thermique connectée que nous développons sur l'Île-de-France et sur la France entière. Voilà, en parallèle avec Pierre Chalumeau qui fait la même chose. Donc, je vais juste vous montrer ce qui peut se produire quand on n'intervient pas sur les installations solaires. Comme disaient Lionel et Pierre, la pression, alors ça ne concerne uniquement les installations sous pression, hein, on soit bien d'accord. Les installations autovidangeables n'ont pas ce problème-là, normalement, je dis bien, si les pentes sont bien respectées. Donc, tout ce que je vais étayer concerne uniquement les installations sous pression. Et effectivement, on disait voilà, qu'il y avait des manots en chaufferie et que ces manots indiquaient une pression. Donc, il faut toujours se mettre à l'évidence qu'on est sur des toits, qu'on est souvent sur des étages. Donc, généralement, si un professionnel le fait bien, il va noter sur le vase d'expansion la pression du vase ainsi que la pression du réseau. Et normalement, c'est fait pour que quelqu'un de novice ou même le mainteneur puisse contrôler immédiatement de visuel. Sur le vase, si c'est marqué 5 bars, par exemple, là, je suis en intervention là, à Paris sur une installation, le vase est bien noté 5 bars et on voit bien sur la pression du réseau 5 bars. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas de problème de pression, que l'installation est en fonctionnement. Donc ça nous évite déjà de vérifier la hauteur manométrique qu'on devrait avoir, parce qu'on dit on va avoir une pression dans le capteur, oui, mais si on ne sait pas combien, c'est ennuyeux. Il faut savoir qu'on demande minimum dans les capteurs sous pression, minimum 0,5 bar. Moi, je dis toujours il faut 1 bar dans le capteur, mais 0,5 bar peut aussi suffire. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous, en collectivité, on est sur des bâtiments à plusieurs étages. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un bâtiment qui fait 9 étages et je suis au moins 2. Donc, ça veut dire 9 étages plus rez-de-chaussée plus moins 1 et moins 2. Ça me fait donc 12 étages. Je prends 3 mètres par étage, 36 mètres. Ça veut dire déjà qu'à 3,6 bars, je dois être en bas de mon capteur. Si je demande 1 bar dans mon capteur, je vais avoir 4,6 bars. Donc, on arrondit 4, 5 ou 5 bars, mais il faut minimum 1 bar dans le capteur. Si ce n'est pas le cas, et pourquoi on arrive à ça, c'est que en fait,
Donc la pression permet d'irriguer le capteur correctement. Et quand on a un manque de pression, par des multifuites, une soupape qui crache ou ce genre de choses, on peut avoir, par exemple là, c'est une expérience sur du capteur tubulaire, le glycol va rester dans le capteur, ne va pas se vidanger, hein, et le fait de chauffer et refroidir, donc de monter à plus de 120 degrés, de monter même voire jusqu'à 180, 200 degrés, va commencer à détériorer le glycol, qui, je le répète, est du monopropylène glycol, qui est donc prêt à l'emploi, en général, par les fabricants, et qui est blanc, rose, vert, enfin, tout ce qu'on peut, et qui va se transformer en café noir. La diapo que vous voyez, c'est la phase ultime du glycol qui s'est détérioré après plusieurs années. La première année, elle passe en café noir. La deuxième année, elle va se transformer en goudron. Et là, on voit bien, là, c'est une installation, les photos que j'avais prises, une installation qui ne marchait plus depuis 5-6 ans. Et ben, on voit bien que là, elle est passée en phase goudron. Et en fait, ce glycol a carrément durci, a goudronné, on appelle ça voilà, le caramel. Et donc, elle est venue boucher totalement les conduits du capteur solaire. Et ça, c'est parce qu'il n'y a eu aucune action menée de protection des capteurs. Alors, on peut passer à la diapo suivante, si on peut. Moi, j'aime bien, au moins, vous voyez bien que le problème qu'on a, voilà, donc je répétais, la pression est extrêmement importante dans l'installation sous pression, qui permet, voilà, population sur le billet, un vase d'expansion percé. Il faut savoir que la durée de vie d'un vase d'expansion solaire, c'est la même qu'un chauffage. Ça se révise et ça se mesure tous les ans. Et je ne vous cache pas qu'à partir de la 5e année d'expérience, on est très vigilant là-dessus, parce que s'il y a une chute de pression qu'on n'a pas eu pendant 5 ans et qu'on se retrouve aujourd'hui, par exemple, à 5 bars, comme je suis aujourd'hui, et on se retrouve à 3 bars ou à 2 bars, bon, bah là, on a juste à vérifier déjà que la pression du vase, et s'il est plein, à remplacer le vase. En attendant ces opérations, c'est soit il faut retirer le glycol, mais c'est assez fastidieux, parce que retirer le glycol, il faut passer un coup de compresseur, parce que, comme je le disais, on peut ouvrir un robinet et faire tomber le glycol, mais ça va uniquement faire tomber le glycol des colonnes. Tout ce qui est sur les réseaux plats des terrasses, comme on peut voir, voilà, va rester. Et en fait, là, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. C'est que, enfin, sur les photos que vous avez, c'est que le glycol a stagné sur les canalisations plates, n'ayant pas de pente, voilà, et en fait, ça a chauffé, refroidir. Et donc, ça a amené à ce glycol en phase goudron. Donc, la pression, une fois par an, il est conseillé, il y a des règles rage maintenance, donc de vérifier avec plus d'une 50aine de points de contrôle, dont la pression des réseaux, à faire des compléments de glycol, à faire des chasses, à froid, je dis bien, toujours à froid. Et voilà, il ne faut pas oublier que voilà, on fait ces opérations le matin très tôt, ou sinon, il va falloir bâcher les capteurs. Donc là, le fait de bâcher les capteurs, par exemple, là, bon, cette installation n'a pas bénéficié de ces protections, mais nous-mêmes, en tant que mainteneurs, dès qu'on c'est une anomalie, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on couvre les capteurs, on dit au client, voilà ce que vous avez, il y a un problème de dysfonctionnement, par exemple, une pompe qui lâche ou une fuite en chaufferie, ça peut arriver. Et des fois, les délais de réparation peuvent atteindre des fois 1 mois, voire plus. Et bien là, il faut couvrir les capteurs parce qu'on n'a pas de décharge ou on n'a plus d'électricité, par exemple, dans le bâtiment. Et là, il va falloir couvrir les capteurs en attendant la remise en état de ces derniers, parce que le soleil, on n'arrête pas. Les pompes, oui, mais si on excite le capteur, donc, au contraire, en plein d'après-midi, un cas à petit temps de vie risque d'endommager l'installation et de vaporiser fortement. Une fois qu'on a remis l'installation en route, il ne faut pas oublier de refermer les piégeurs, comme disait Pierre, parce que sinon, à partir de 120 degrés, les capteurs vont passer en phase gazeuse. Tout ce que je disais, je répète, n'est valable pour les installations sous pression, parce que les autovidangeables, je le répète, 1, n'ont pas de vase d'expansion, 2, n'ont pas de purgeur, et ont des pentes gravitaires pour faire retomber leur glycol dans les cuves. Voilà ce que je pouvais vous apporter, en tout cas sur l'expertise de la protection des capteurs, ce qui permettra une remise en état moins coûteuse, parce qu'aujourd'hui, je suis confronté en 2023 à des installations dont les clients ont été audités en 2019-2020,
où je leur ai dit immédiatement les procédures à faire, je parle au mainteneur, qui rien n'a été apporté. Aujourd'hui, nous réalisons des épreuves de capteurs où les gens fuient, les gens en cuit avec le soleil, donc les capteurs non protégés, avec des capteurs bouchés pour la moitié, et qui n'aura pas eu lieu d'être si les actions correctives avaient été faites dès le départ. Donc on a abandonné les installations, et comme aujourd'hui c'est une crise énergétique très importante, eh bien tout le monde se réveille en disant on a des capteurs, on veut tout rénover, mais il est déjà très tard, et ça coûte énormément cher de remplacer les capteurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bien, merci, merci John, merci Pierre et Lionel. Comme je le disais en préambule, je vais m'exprimer pour Edwige Porcher, donc qui est coordinatrice de projet à Enerplan, et faire un rapide rappel de ce qu'est Enerplan pour les personnes qui malheureusement ne connaîtraient pas encore cette belle structure, hein, créée en 1983. Hein. Son but est de représenter la filière solaire en France, hein, avec des membres qui, en gros, regroupent tout le spectre de la chaîne de valeur de création, que ce soit de la TPE jusqu'aux grands groupes ou même aux institutionnels. Tout le monde, en fait, est représenté dans cette association, avec deux missions principales non négligeables. Hein, c'est de représenter en fait les professionnels et défendre leurs intérêts. Ça, c'est logique. Et puis de faire aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'animer, de structurer, de développer, comment dire, la filière solaire, et de mettre à profit en fait les connaissances et les compétences de tout ce réseau d'acteurs, justement à destination de tout le monde, par du principe que voilà, le savoir se partage, et on va de ça va grandir en fait toute la filière. Enerplan regroupe du coup deux activités, une activité chaleur, une activité électricité, hein, donc photovoltaïque plutôt bâtiment énergie, solaire thermique côté individuel et collectif. La notion de SOCOL du coup vient de collectif pour solaire collectif. C'est vraiment l'animation de cette initiative SOCOL qui est portée en fait par Enerplan et qu'elle veut vraiment mettre en avant. Donc, comme je disais, donc SOCOL pour solaire collectif, donc existe depuis 14 ans, à l'initiative donc effectivement d'Enerplan depuis 2009, avec le soutien très important en fait de l'ADEME et puis GRDF depuis 2013. Aujourd'hui, le dispositif aujourd'hui regroupe quasiment 3000 membres, donc c'est vraiment pas négligeable, avec bon nombre d'experts et de maîtres d'ouvrage autour de la table justement à contribuer à s'investir dans cette démarche pour toujours la faire avancer et tenir compte en fait de tous les cas de figure et exemples terrain qu'on rencontre, très souvent négatifs justement, pour corriger le tir et démontrer qu'on peut s'en sortir, mais aussi mettre en avant toutes les belles nouveautés, les belles avancées qu'on peut avoir. Faut avoir en tête que SOCOL est accessible à tous et a pour but effectivement donc de diffuser les bonnes pratiques et puis justement de permettre de réussir son projet solaire thermique et collectif. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site, encore une fois, qui est accessible à tous, qui est en fait une base de données qui est relativement riche. Hein. Directement via l'onglet ressources, vous allez trouver bon nombre d'accès à des livrets techniques, des fiches d'opération, des vidéos, des photothèques. Donc, tout ça, c'est vraiment régulièrement complété et amendé. Hein. Vous avez bon nombre d'ouvrages qui sont vraiment à votre disposition et j'invite vraiment toute personne qui accompagne un porteur de projet et qui a besoin justement, entre guillemets, de monter en compétence ou tout simplement de trouver des réponses en fait à ces questions, et ben voilà, tout est présent ou quasiment tout est présent sur la base de données SOCOL et c'est accessible à tous et toutes, quoi. Voilà, vous aurez pas mal d'informations sur aussi la notion des notions techniques, mais aussi on va dire des notions administratives et de formation, justement, hein, comment s'entourer d'une équipe formée et qualifiée, par exemple, avec quels critères, hein, quels sont les niveaux de qualification et de compétences justement à avoir. Enfin voilà, vous allez trouver bon nombre d'ouvrages et de guides qui vont vous permettre justement de bien apprécier et appréhender un projet avec
à mon sens, quelque chose de très important, c'est la définition des ratios de dimensionnement. Ayant en tête qu'une installation solaire thermique, elle est là pour répondre à des besoins. Encore faut-il connaître ces besoins, particulièrement ces besoins en eau chaude. Quand on a la chance d'avoir des compteurs à disposition sur la production d'eau chaude, et ben on fait une campagne de mesure. Puis quand on n'en a pas, quand on est sur un projet neuf, eh bien on s'appuie sur des ratios de dimensionnement qui sont quasiment tous les ans, ou du moins très régulièrement corrélés, confrontés à de bons nombres cas d'usage sur tout le territoire, justement pour être sûr qu'on soit toujours en accord entre le cadre théorique et la réalité du terrain. Donc voilà, vous trouverez donc sur le site de Sokol bon nombre en fait d'ouvrages à votre disposition, dont effectivement le dernier né qui est le guide d'aide en chaufferie Vademecum, que je vous invite vraiment à prendre le temps de prendre en main, de feuilleter, ayant en tête que ce n'est pas, contrairement à un bon nombre de guides, un guide à feuilleter. C'est un guide justement à avoir. On l'a voulu sous le format tableur Excel avec la notion d'onglet. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur quand vous allez en chaufferie, justement pour consulter. On a voulu vraiment faire quelque chose qui soit simple. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas complet, au contraire, mais on voulait vraiment quelque chose qu'on puisse trimballer avec soi et surtout avoir aussi bien imprimé en chaufferie que sur son ordinateur si on se déplace avec quoi. Donc voilà. Et puis enfin voilà, les fiches d'opération exemplaires, les vidéothèques. Et puis voilà. Chose importante, si ce n'est pas fait, laissez vos coordonnées, inscrivez-vous pour être informé des nouveautés, de tout ce qui est, c'est gratuit, hein, de tout ce qui est publié, toutes les avancées qui sont publiées sur Sokol. Hein. La newsletter Sokol est très intéressante. Elle permet surtout de ne rien louper, que ce soit des publications, des webinaires, des formations et consorts. Et puis pour celles et ceux qui ont envie, sachez que se tiendront le 20 juin 2023 à Strasbourg, mais aussi en distanciel, les états généraux de la chaleur solaire, hein, qui est la grande messe en fait du solaire thermique en France, qui va réunir tous les acteurs, dont Enerplan, mais tous les professionnels, l'ADEME et consorts, pour parler justement de la filière solaire thermique par rapport justement au contexte terrain, mais aussi par rapport à cette fameuse crise énergétique et climatique qui nous touche tous. Donc voilà, vous pouvez suivre, il y aura des webinaires, des GT techniques qui seront dispensés et accessibles en direct, mais aussi comment dire après consultable, justement voilà pour parler de nombreux points. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ne serait-ce que pour être tenu informé justement de la publication des vidéos. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je consulte je n'en vois pas, ni sur le chat, ni sur l'onglet questions. Je ne sais pas si des personnes en ont à faire valoir par écrit. En tout cas, voilà, sachez que le webinaire la vidéo va être mise à disposition et publiée sous peu par Enerplan. Donc vous pourrez toujours y accéder. Si d'ici là il y a des questions ou autres, n'hésitez pas à les faire suivre et on tâchera d'y répondre dans la mesure du possible. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes et au nom de tous mes collègues une très bonne après-midi à tous en vous souhaitant une belle journée. À bientôt. Au revoir.